La situation à Gaza comparée à un baril de poudre par le ministre allemand des Affaires étrangères. Il estime que la reconstruction ne pourra se faire sans la fin des tirs de roquettes. Au Yémen, pour la première fois, une vidéo montre l'otage française enlevée en février dernier à Sanaa. Elle en appelle au président français pour activer sa libération. Et puis, révélation surprenante, plus de 50 ans après l'exécution d'Adolf Eichmann, Israël a autorisé son épouse à lui rendre visite quelques jours avant sa mort. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. La reconstruction de Gaza contre les dépouilles des soldats israéliens tués l'été dernier lors de l'opération Bordure Protectrice. C'est peut-être l'accord qui est en train de se nouer. Et la visite du ministre allemand des Affaires étrangères à Gaza aujourd'hui en est peut-être l'une des clés. Maxime Pérez. Exception faite de Tony Blair, désormais en retrait. Frank-Walter Steinmeier est l'un des rares dirigeants occidentaux à se rendre dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie allemande a poursuivi ce lundi sa tournée au Proche-Orient en passant plusieurs heures dans l'enclave palestinienne où la situation, dit-il, est proche du désastre humanitaire. De toutes les réunions que j'ai eues hier à Jérusalem et à Ramallah, je suis sorti avec l'espoir que tout le monde est au courant que nous sommes assis ici sur un baril de poudre qui peut exploser à tout moment. Sur la même longueur d'onde que ses partenaires européens, la diplomatie allemande considère la reconstruction de Gaza comme une priorité. La visite de Steinmeier a d'ailleurs servi de prétexte à l'inauguration d'un projet financé par Berlin dans l'une des écoles de l'UNRWA. Bien accueilli sur place, le ministre allemand des Affaires étrangères n'a pourtant fait preuve d'aucune complaisance à l'égard du Hamas. Près de 11 mois après le déclenchement de la dernière opération israélienne, Steinmeier veut aussi mettre la pression sur l'organisation islamiste palestinienne. La vérité, mesdames et messieurs, c'est que la reconstruction et le développement ne réussiront que lorsque ce sera certain que d'ici, de la bande de Gaza, aucune roquette ne sera lancée, que Gaza ne soit plus une base de lancement de roquettes. Voilà pourquoi la sécurité de vos voisins est la condition au développement, ce dont les gens ont tant besoin. La veille, le chef de la diplomatie allemande avait appelé Israël à rouvrir les frontières de Gaza, une allusion au blocus maritime dont souffre toujours le territoire palestinien, malgré l'autorisation donnée aux pêcheurs de pouvoir naviguer plus au large. Mais à vrai dire, la visite de Steinmeier pourrait servir à faire avancer un autre dossier, celui d'un échange de prisonniers entre Israël et le Hamas, accord qui pourrait permettre à l'État hébreu de récupérer les corps de soldats tombés pendant la dernière opération à Gaza. L'information n'est pour l'instant pas confirmée côté israélien. Voilà, il y a même des démentis de part et d'autre, mais on va s'y arrêter avec vous, Daniel Haïk. Bonsoir, analyste politique, parce que c'est vrai que l'Allemagne a toujours joué un rôle traditionnellement dans ces affaires de médiation de part et d'autre. Oui, elle a joué un rôle au-delà du rôle que peut jouer l'Union européenne, de par sa relation particulière avec l'État d'Israël. On peut dire que l'Allemagne s'est installée dans un rôle de médiation traditionnelle, non seulement sur le plan politique et diplomatique, mais aussi sur le plan humanitaire. Lorsque je parle d'humanitaire, c'est en particulier un rôle de médiation dans l'échange, dans la possibilité d'échanger des prisonniers israéliens qui ont été capturés par des Palestiniens, par le Hamas, par le Hezbollah, ou même des échanges, des restitutions de corps de soldats ou d'officiers israéliens. Cela s'est produit à de multiples reprises. Il y a un nom connu en Israël, c'est le nom de Gerhard Konrad, qui est le médiateur traditionnel de l'Allemagne, mandaté par l'Allemagne depuis quasiment 15 ans pour essayer de résoudre ces problèmes et de restituer les corps de soldats qui ont disparu ou qui ont été tués. Cela s'est produit en 2004, en 2006 et dernièrement, donc avec l'échange de Gilad Shalit. C'est lui qui était aussi impliqué dans la libération, dans l'échange de Gilad Shalit. Donc il y a effectivement un rôle, on va dire, humanitaire de la part de l'Allemagne qui lui donne un statut tout à fait particulier. Et c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre qu'effectivement, il y a peut-être, même si on n'en parle pas aujourd'hui, même si les démentis viennent des deux parties, de la part du Hamas et de la part de l'État d'Israël, il y a probablement des tractations actuellement dans
dans le cadre d'un accord plus général en vue de restituer les corps des 2 soldats israéliens, Oron Shaul et Hadar Goldin, qui ont été capturés par le Hamas lors de l'opération de l'été dernier. Alors, accord plus général, qu'est-ce qui est en train justement de se négocier en plus de ces libérations? Alors, c'est l'accord cadre, c'est un peu, on revient sur les conditions qu'avait posées le Hamas à la fin du conflit, et là on a le sentiment que quelque part il y a une situation qui est, on va dire, plus favorable à la négociation. Il y a aussi de la part du Hamas une situation périlleuse. Le Hamas est dans une situation, dans un isolement, on va dire, diplomatique, et dans le monde arabe particulier extrêmement dur, puisqu'il ne peut rien attendre de l'Égypte, on le comprend, il ne peut même pas attendre de l'Iran, dont il s'était rapproché il y a quelques mois, parce que l'Iran a d'autres chats à fouetter aujourd'hui avec le problème d'Assad et du Hezbollah, l'affaiblissement d'Assad et du Hezbollah. Donc aujourd'hui, quelque part, c'est presque le Qatar qui revient sur le devant de la scène, et on assiste à une partie à 4 dans laquelle il y a le Hamas, le Hamas et son interlocuteur du côté arabe qui est le Qatar, Israël et son interlocuteur du côté européen et qui est l'Allemagne. Et là, on va essayer de négocier un accord qui inclut par exemple plus de sorties d'ouvriers palestiniens à l'intérieur de l'État d'Israël, plus d'entrées de ciment pour reconstruire la bande de Gaza, et surtout aussi un point dont on avait parlé, rappelez-vous Jean-Charles de cela, la construction possible d'un port qui puisse permettre aux Palestiniens d'avoir un accès vers l'extérieur. Donc tout cela appartiendrait à un accord global. On n'y est pas encore. Il est probable que l'arrivée par la suite, au cours des prochaines semaines, d'autres responsables de la diplomatie européenne va probablement essayer de permettre d'accélérer cela, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Il y a une volonté du Hamas, il y a aussi une volonté d'Israël d'essayer de parvenir à un accord. C'est plus propice que cela ne l'était l'an dernier. Daniel Haïk, merci à vous. Et justement, l'un des chefs du Hamas détenu en Israël vient d'être placé en cellule d'isolement, condamné à de multiples reprises à la réclusion criminelle à perpétuité pour des attentats meurtriers. Il a réussi ces derniers jours à se procurer un téléphone portable et même à donner une interview sur une radio de Gaza depuis sa prison. Mathias Inbar. Tel un scénario de film. Un prisonnier sécuritaire se procure un téléphone et se fait interviewer illégalement en direct par la radio du Hamas. L'histoire se passe en Israël. Une fois son téléphone trouvé, le prisonnier en question, Abdullah Barghouti, a été placé en isolement. Ce dernier, ancien commandant du Hamas en Cisjordanie, a été condamné à 67 peines à perpétuité pour son implication dans plusieurs attaques terroristes, dont l'attentat du restaurant Sbarro à Jérusalem en août 2001, qui avait tué 15 Israéliens. Alors comment un tel profil placé sous haute sécurité a-t-il pu se procurer un téléphone portable? Nous avons posé la question à l'ancienne directrice de l'administration pénitentiaire israélienne. Sa réponse est édifiante. Les prisonniers ne sont pas exclus du monde extérieur. Ils sont en contact avec leur famille, avec leurs avocats. Ils sont transportés au tribunal et peuvent aussi passer des examens dans des hôpitaux publics. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Enfin, vous pouvez contrôler ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est beaucoup plus compliqué de le faire à l'extérieur. C'est justement un contact de l'extérieur qui aurait transmis le téléphone portable à Barghouti. Il s'en est d'ailleurs servi pour appeler l'aile militaire du Hamas à ne pas avoir pitié de l'ennemi israélien, tout en exhortant les leaders du groupe terroriste à parvenir à un accord avec Israël sur la libération des prisonniers. Des mesures seront prises, affirment les responsables de la prison, même si, selon Orit Adato, la marge de manœuvre est parfois réduite. En Israël, la loi ne permet pas de procéder à une fouille au corps de manière inopinée. Même si vous disposez de renseignements selon lesquels ce prisonnier transporterait à l'intérieur de son corps de la drogue ou d'autres produits dangereux, vous n'y êtes pas autorisé, comme cela est le cas dans la plupart des pays dans le monde. Je ne pourrais même pas lui demander d'ouvrir la bouche ou de regarder d'autres parties de son corps. C'est un problème. Cette ancienne directrice tempère toutefois le risque et indique qu'Israël est l'un des pays les moins touchés par les infractions au code dans le monde carcéral, tant civil que sécuritaire. Un nouvel attentat à Bagdad aujourd'hui en Irak, une quarantaine de morts sur une base de la police irakienne après l'explosion d'un véhicule piégé. Il s'agirait d'un char blindé qui aurait été utilisé par les terroristes pour s'introduire de force dans cette base.
Au Yémen, un Américain détenu par les rebelles chiites a pu être libéré et évacué aujourd'hui vers le sultanat d'Oman où il est désormais en sûreté. En revanche, une vidéo montrant pour la première fois l'otage française enlevée en février dernier vient d'être diffusée. La jeune femme a un appel au président français et même au président yéménite pour être libérée. Elle avait été enlevée en plein cœur de Sanaa. Miri Maman. Les traits tirés, l'air épuisé, ce sont les premières images d'Isabelle Prime depuis son enlèvement en février dernier au Yémen. Dans la vidéo postée sur Internet, la Française de 30 ans s'adresse directement au président français yéménite. Monsieur Hollande, Monsieur Hadi, j'ai été enlevée il y a 10 semaines au Yémen, à Sanaa. S'il vous plaît, ramenez-moi en France, vite. La Française travaillait pour une société de conseil à Sanaa. Le 24 février dernier, elle se rend au travail avec son interprète quand des hommes déguisés en policiers les sortent de force de leur véhicule. Elle a été enlevée à 11h45 heure française à un checkpoint à Sanaa. Elle était dans un taxi avec son accompagnatrice. Les deux ont été enlevés. Et évidemment, tous les services sont mobilisés, comme toujours, avec beaucoup de détermination, de discrétion en même temps. Mais c'est un pays dans un état complètement anarchique. Et l'interprète d'Isabelle Prime a finalement été relâché le 10 mars dans le sud du pays, mais sans permettre de retrouver la Française. Le Yémen est le théâtre de combats quotidiens depuis plusieurs mois, des combats entre les rebelles chiites houthis et les forces pro-gouvernementales. La coalition arabe menée par l'Arabie saoudite mène des raids contre les positions houthis à travers le pays. Et au chaos, il faut ajouter les différents djihadistes qui sévissent dans la région, comme le groupe terroriste Al-Qaïda. C'est dans ce contexte instable que le gouvernement français doit travailler à la libération de sa ressortissante. La compagnie aérienne Malaysian Airlines est techniquement en état de faillite. C'est le terme utilisé aujourd'hui par le PDG de la compagnie qui a annoncé à cette occasion plusieurs milliers de suppressions d'emplois. La compagnie asiatique ne s'est jamais relevée des 2 récentes catastrophes aériennes qui l'ont frappée. Julia Ganancia. Malaysia Airlines, une entreprise au bord du gouffre après 2 catastrophes aériennes l'an passé. La réputation de la compagnie aérienne a été mise à mal en 2014 après la disparition du vol MH370 et la destruction du vol MH17. Résultat, un bilan économique catastrophique. La direction a annoncé la suppression de 6 000 emplois environ sur quelques 20 000 salariés. Le nouveau directeur général prévoit de stopper l'hémorragie en 2015, stabiliser les activités de la compagnie l'an prochain et retrouver la croissance d'ici à 2017. Ça ne devrait pas ressembler à une start-up, mais concrètement, nous en serons une. Nous allons devenir une nouvelle entité juridique avec un nouvel actionnaire, une nouvelle stratégie et en grande partie une nouvelle direction. Dans les faits, tout va changer. Car si la compagnie perd de l'argent depuis des années, c'est aussi en raison d'une direction déficiente et d'une incapacité à faire face à la concurrence internationale. Même si les pertes de Malaysia Airlines se sont considérablement aggravées avec les 2 catastrophes subies l'an passé. Le 8 mars 2014, le vol MH370 disparaissait peu après son décollage de Kuala Lumpur avec 239 passagers à bord. Le mystère de cette disparition n'a toujours pas été élucidé. Le 17 juillet de la même année, le vol MH17 était abattu par un missile de provenance indéterminée au-dessus de l'Ukraine alors qu'il survolait un territoire contrôlé par les séparatistes pro-russes. Il a provoqué la mort de 298 personnes. Voilà, une compagnie aérienne accablée, donc Malaysian Airlines. Bonsoir, Johanna Citruc. Bonsoir, Alors, Jean-Charles. est-ce que cette décision, ces suppressions d'emplois étaient attendues ? Oui, complètement. C'était complètement attendu, complètement connu. En fait, en prenant le contrôle de la compagnie l'année dernière, le fonds souverain, donc Khazanah National, avait annoncé un plan de restructuration de 1,7 milliard de dollars. Donc un plan qui comprend donc la réduction des effectifs de 30%, mais aussi la renégociation de contrats avec certains fournisseurs. On pense notamment à la nourriture, les plateaux repas, la réorganisation des liaisons aériennes, donc en privilégiant toujours les plus rentables, quitte à en supprimer d'autres, et l'augmentation de la capacité des appareils, donc pour transporter toujours plus de passagers, vendre plus de billets.
Alors toutes les économies sont bonnes à prendre. C'est d'ailleurs pour ça que la Malaysia Airlines a recruté en décembre dernier un nouveau PDG. C'est Christophe Muller, c'est un spécialiste du redressement. Son objectif, c'est un retour vers la rentabilité d'ici 2017. Et pour ça, pour optimiser ses chances, il veut aussi réinventer la compagnie. Donc autrement dit, lui donner une nouvelle image grâce à un changement de structure. Ça sera effectif en septembre prochain. Un changement de couleur et peut-être un changement de nom aussi à voir. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que ce sont les 2 catastrophes aériennes de 2014 qui ont achevé, entre guillemets, Malaysia Airlines? Alors évidemment, les catastrophes aériennes ne sont pas vraiment recommandées pour la bonne santé économique de leur compagnie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait un bon moment que la Malaysia Airlines était plutôt mal en point, donc ces 2 crashs ont probablement leur part de responsabilité. Ce ne sont pas les principaux coupables, les principaux fautifs. Prenez par exemple le cas de AirAsia, en fin 2014, en décembre 2014, un de ces avions a disparu avec 162 personnes à son bord. Pourtant, au premier trimestre 2015, le nombre de passagers transportés par la compagnie a augmenté. Il a augmenté de 3% par rapport à la même période l'année passée. Alors pourquoi donc Malaysia se retrouve aujourd'hui dans cette situation? Comme je vous le disais, la Malaysia Airlines est en mauvaise posture depuis un bon moment. Au troisième trimestre 2014, ses pertes ont encore augmenté de 53% sur un an, donc pour atteindre quelques 170 millions de dollars. D'ailleurs, depuis 2001, la compagnie enchaîne les restructurations. Au fond, le problème, c'est l'émergence des compagnies low cost, les compagnies à bas coût qui captent une part de marché de plus en plus importante. Mais ça, c'est pas un problème qui est propre donc à la Malaysia Airlines, c'est un problème qui concerne la plupart des compagnies régulières dans le monde. Et en réponse, donc, pour répondre à cette émergence des compagnies low cost, plusieurs alliances ont été créées. On a par exemple Oneworld ou encore SkyTeam donc, qui comprend notamment Air France. L'objectif, c'est d'optimiser donc les développements ensemble, tout en limitant les investissements, mais aussi de fidéliser la clientèle, une clientèle, donc on l'aura compris, de plus en plus sensible au prix. Merci Johanna Citruc. Et puis cette dernière minute en France, le chômage continue de battre des records. Plus 26 200 demandeurs d'emploi en avril, soit plus de 3 530 000 chômeurs donc pour la France, ce qui est loin de signifier une reprise économique qu'espère le gouvernement. Visite surprise de Marine Le Pen en Égypte. La présidente du Front National est au Caire depuis plusieurs jours où elle noue des contacts avec les autorités politiques et religieuses sur place qui sont comme en guerre contre l'islam radical, comme le Front National. Joseph Emmanuel. Marine Le Pen en Égypte pour combattre le fondamentalisme musulman. Elle vient saluer le combat du président Al-Sisi, un combat essentiellement dirigé contre l'opposition islamiste. Depuis qu'il a destitué l'ancien président Morsi, Al-Sisi est accusé par beaucoup de réprimander dans le sang les fidèles de la confrérie des frères musulmans. Une accusation à laquelle ne prend pas part Marine Le Pen. Elle dresse un parallèle entre la fameuse confrérie et l'État islamique. Il est incontestable que la matrice de l'idéologie du projet politique de l'État islamique, la matrice est constituée par les frères musulmans. Nos choix au Front National sont clairs, soutenir les pays qui luttent contre le fondamentalisme, au premier rang desquels bien entendu l'Égypte et les Émirats arabes unis. C'est le Premier ministre égyptien que Marine Le Pen rencontre durant cette visite. Un Premier ministre avec qui elle dit partager la même vision. Ce que je souhaite dire, c'est quelque chose que m'a dit le Premier ministre et que je partage. Il m'a dit, ces gens-là, en parlant des fondamentalistes, ils voulaient changer l'ADN des Égyptiens. Et je crois que tout est dit dans cette formule. Le peuple égyptien, dans une réaction quasi immunitaire, a parlé, a dit ce qu'il pensait du gouvernement des fondamentalistes qu'il avait subi. Une visite au Caire pour savoir ce que pensent les Égyptiens, mais également pour dire ce qu'elles pensent. Le grand imam d'Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam sunnite, a reçu, à sa demande, précise-t-on dans l'entourage de l'imam, Madame Le Pen. Objectif, explorer ensemble les voies possibles d'une future coopération contre les salafismes et contre tous les courants radicaux de l'islam. La discussion aurait duré plus d'1 heure. Madame Le Pen a affirmé que l'entretien avait permis au grand imam de découvrir son véritable projet politique. De son côté, l'entourage de l'imam a justifié la réception de Madame Le Pen par l'opportunité de lui montrer le véritable islam.
La visite en Égypte de Mme Le Pen n'avait pas été annoncée. Beaucoup y voient la continuation du processus de dédiabolisation enclenché au Front National depuis quelques années. Les liens entre le Front National et les pays arabes ne sont pas nouveaux. Jean-Marie Le Pen a toujours entretenu des relations avec de nombreux dictateurs arabes. Mais les relations étaient plus portées sur l'aspect politique que religieux. Des liens idéologiques souvent scellés autour d'un antisionisme que partageaient le Front National et les pays arabes. Des liens aujourd'hui présentés comme anti-djihadistes. Alors, Marine Le Pen en Égypte, ça peut paraître effectivement étonnant. On va justement en savoir plus avec Meir Masri-Feki qui est en direct avec nous. Bonsoir, vous êtes chercheur spécialiste de l'Égypte à l'université Paris 8. D'abord, quelle est l'image justement qu'a Marine Le Pen en Égypte auprès des Égyptiens aujourd'hui ? Alors, je vais vous surprendre, mais Marine Le Pen et son père et le Front National, de manière beaucoup plus générale, n'est pas du tout mal perçue, ni en Égypte, ni dans l'ensemble du Moyen-Orient. Au contraire, elle est perçue comme une dirigeante forte dans une région où on aime bien les dirigeants forts. Elle est perçue comme quelqu'un qui veut défendre l'identité nationale de son pays. Et l'Égypte, dans le contexte actuel, est conduite par un régime qui se prétend, ou qui en tout cas essaie de donner l'image d'un régime qui défend l'identité nationale de l'Égypte face à des groupes islamistes qui cherchent à effacer l'héritage culturel, identitaire de l'ensemble du Moyen-Orient et de tout ce qui échappe à la religion musulmane et à l'héritage islamo-sunnite de manière générale. Donc Marine Le Pen, le Front National, les extrêmes droites européennes de manière générale ne sont pas toujours très bien comprises par les pays du Moyen-Orient. On ne comprend pas toujours pourquoi ils sont si stigmatisés, pourquoi ils font l'objet de tant d'attaques dans leur pays. Évidemment, les gens du Moyen-Orient, surtout les immigrés qui habitent en France et en d'autres pays, souffrent un petit peu d'un certain nombre de discours anti-immigrés, anti-étrangers. Mais mis à part cela, et donc cette opposition qui serait plutôt opportuniste, qui serait plutôt intéressée, globalement, Marine Le Pen n'est pas du tout mal perçue. On a vu que les dirigeants égyptiens, et notamment le moufti d'Al-Azhar, avaient tenu à lui montrer un autre visage de l'islam que peut-être celui qu'entretient le Front National. Il y avait là-dessus peut-être quand même un contentieux. Oui, parce que dans sa lutte contre l'immigration massive, ou l'immigration de masse en France et en Europe de manière générale, il est vrai que les immigrés sont dans leur grande majorité des musulmans et que l'identité, la menace qui pèse sur l'identité nationale française et sur les identités européennes de manière générale en provenance de l'étranger sont des menaces de nature plutôt musulmane qui menacent une identité qui serait judéo-chrétienne, selon donc les droites européennes de manière plus générale. Et donc à partir de là, il y a des malentendus et il y a des désaccords. Mais je pense que les points communs sont finalement beaucoup plus importants, non pas entre Al-Azhar et Marine Le Pen, mais entre la droite dure, la droite extrême en France et le régime égyptien de manière plus générale. Al-Azhar, dans le contexte actuel, il faut le voir comme un représentant de l'État égyptien et non pas comme un représentant de l'islam sunnite égyptien. Al-Azhar fonctionne comme un ministère de la religion majoritaire ou un ministère de religion dans l'Égypte de Sisi. Le fait qu'elle n'ait pas rencontré le président Sisi, il faut y voir un signe de méfiance quand même ou pas ? Absolument pas. Il faut le voir comme un signe protocolaire. Le président Sisi n'aurait pas rencontré, il aurait peut-être rencontré Alain Juppé en tant qu'ancien Premier ministre ou Nicolas Sarkozy en tant qu'ancien président de la République française, mais il n'aurait pas rencontré un simple chef de parti aussi simplement. Je pense que cela ne signifie pas du tout aucune méfiance à l'égard de Marine Le Pen. Et j'ai envie de dire aussi, et c'est là un point extrêmement important, que la politique pro-russe dont se réclame Marine Le Pen et son parti est aussi appréciée en Égypte. Il faut savoir qu'il n'y a que la Russie et ses alliés. En France, il n'y a que l'extrême droite qui fait volontairement amalgame, qui confond l'État islamique et les groupes les plus radicaux de l'islam sunnite au Moyen-Orient avec les frères musulmans. Et cette volonté de mettre tout le monde dans le même sac et de faire des frères musulmans l'origine des djihadistes est très très
voulu par le régime égyptien qui évidemment lutte contre les frères musulmans, non pas seulement au nom de la guerre contre l'islamisme, parce qu'il a aussi pour alliés des salafistes qui sont beaucoup plus rigoristes que les frères musulmans, mais pour des intérêts strictement politiciens. Merci. Merci beaucoup, Meher Masri Feki. Je rappelle que vous êtes donc chercheur à l'université Paris 8 et spécialiste de l'Égypte. 10 propositions pour lutter contre le djihadisme en France. C'est justement la conclusion d'une commission d'enquête parlementaire qui veut donner des moyens concrets aux services concernés afin de lutter contre les réseaux djihadistes. Joseph Emmanuel. 10 propositions pour un rapport choc sur le djihadisme. Les députés Éric Ciotti et Patrick Menucci travaillent sur les filières djihadistes et présentent un catalogue de mesures. Objectif, aider la justice et les services antiterroristes à prévoir et combattre le djihadisme international. La classe politique est dans son ensemble d'accord sur un point, les propositions des 2 députés sont des propositions concrètes. Plus de coordination des services, un accès facilité aux fichiers, notamment des antécédents judiciaires et des papiers d'identité. L'objectif est la mise en place d'une interface pour un meilleur ciblage des recherches. L'aspect financier également, avec l'intensification de la surveillance des sources de financement du terrorisme. Au centre de ces dispositifs, la surveillance des liaisons aériennes et une difficulté, il faudra modifier l'article 7 du Code de Schengen pour permettre un contrôle systématique des passeports. Proposition délicate, faciliter l'espionnage informatique en vue de perquisitions plus simples et plus rapides. L'une des propositions phares, la détection dès la prison des individus pouvant tomber dans le djihadisme. Le rapport propose d'isoler les détenus recruteurs et de créer des quartiers dédiés pour les autres détenus radicalisés. Le rôle des imams devient alors majeur pour identifier les profils les plus vulnérables. Enfin, l'accent sera mis sur l'action pédagogique. D'anciens djihadistes repentis témoigneront et des laboratoires universitaires mis en place pour des études musulmanes. L'un des points de départ de ce rapport est le dysfonctionnement majeur dans l'arrêt de surveillance des frères Kouachi. La logique purement territoriale de la méthode a entraîné un arrêt des écoutes téléphoniques car les frères n'étaient plus dans la zone de surveillance de Reims. Plus de 1700 Français seraient impliqués dans les filières djihadistes syro-irakiennes, soit plus de 3% des djihadistes de l'État islamique. Et puis on évoquera dans un instant les problèmes de surveillance posés aux États-Unis après la fin du Patriot Act la nuit dernière. Comment la NSA va-t-elle faire maintenant pour lutter contre justement les possibles réseaux terroristes? Ce sera juste après la pause. Et puis on va vous faire également une page tennis pour vous donner les résultats du jour à Roland-Garros. Vous voyez l'une des images fortes du jour tout de suite, c'est l'élimination de la tenante du titre chez les dames, la Russe Sharapova, qui a été battue par la Tchèque Safarova. C'est presque le même nom, mais ce n'est pas la même chose du tout. Safarova qui s'est imposée en 2-7. Vous allez voir la balle de match tout de suite. 7-6 pour Safarova. 6-4 donc. Grosse sensation. Nadal à l'instant vient de se qualifier chez les hommes. On vous donnera également les autres résultats du jour chez les messieurs. Notez que les Français sont passés à la trappe aujourd'hui, que ce soit Monfils ou Chardy. Et puis, donc évidemment, pour l'instant, ça ne se passe pas très bien non plus pour Richard Gasquet, opposé à Novak Djokovic. Voilà, on va se retrouver dans un instant, juste après une pause. À tout de suite. L'Allemagne se pose en médiateur entre Gaza et Israël. Le ministre allemand des Affaires étrangères estime que la reconstruction ne pourra se faire sans la fin des tirs de roquettes. Au Yémen, pour la première fois, une vidéo montre l'otage française enlevée en février dernier à Sanaa. Elle en appelle au président français pour activer sa libération. Et puis cette révélation surprenante, plus de 50 ans après l'exécution d'Eichmann, Israël a autorisé son épouse à lui rendre visite quelques jours avant sa mort. On va en reparler dans un instant. C'est donc un nouvel élément révélé plus de 50 ans après l'exécution en Israël du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann. Israël a autorisé sa femme à lui rendre visite quelques jours avant sa pendaison. Une visite qui a duré 1h30 et qui était restée secrète jusqu'à aujourd'hui. Léa Volbert. Adolf Eichmann, criminel de guerre, haut fonctionnaire du Troisième Reich, a été exécuté en Israël le 31 mai 1962. Un procès retentissant, gravé dans l'histoire de l'État d'Israël, relaté dans des livres, dans des films. Pourtant,
53 ans plus tard, des archives révèlent de nouveaux éléments des derniers jours de la vie du général SS. Selon ces documents dévoilés dimanche, Vera Eichmann, la femme du nazi, aurait reçu l'autorisation d'une visite en prison. 90 minutes, un mois avant l'exécution. 90 minutes d'humanité accordées à l'un des bourreaux de plus de 6 millions de juifs. Il a lui-même formulé la demande, transmise par son avocat au ministre de la Justice, Dov Yosef, puis débattue pendant de longues heures à la Knesset, le Parlement israélien. C'était le 18 mars 1962. Golda Meir, alors ministre des Affaires étrangères, et le Premier ministre David Ben-Gourion écoutent attentivement Yaakov Hazan, président du Comité de la Défense et des Affaires étrangères. Sur ses conseils, la décision est prise de délivrer cette autorisation pour ne pas entacher l'image d'Israël. Seule condition, être sûre que Vera Eichmann n'abrégera pas les souffrances de son mari. Elle entre dans la prison de Ramleh à 12h20, elle en sort à 13h40. À 22h cette même journée, Adolf Eichmann rédige une lettre de remerciement à l'État d'Israël. Il est pendu un mois plus tard. Son corps est incinéré dans un crématorium construit spécialement à cet effet dans la cour de la prison de Ramleh. Ses cendres sont dispersées dans la Méditerranée, conformément à ses dernières volontés. En ligne avec nous, le professeur Simon Epstein, qui est historien à l'Université hébraïque de Jérusalem. Bonsoir. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, autant de secrets autour de ce qui aurait pu être finalement un événement quasi normal, même pour un condamné à mort? Le secret vient de ce que... il y a quand même un côté un peu étrange dans cette acceptation, si vous voulez. Et je comprends que, compte tenu de ce que devait être l'opinion publique israélienne sur la question, de manière tout à fait justifiée, les autorités aient préféré garder ça secret. On peut très bien comprendre qu'ils aient voulu le faire, d'une part, mais d'un autre côté, qu'ils aient voulu le garder secret. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas finalement montrer trop d'humanité à quelqu'un qui n'en avait éprouvé aucune envers les victimes juives de la Shoah? Oui, absolument. On ne voulait pas avoir l'air d'en montrer trop, mais on voulait quand même que le procès et que l'exécution se fasse dans les règles les plus normales et les plus humaines, disons, dans ce qui est acceptable dans une société moderne et démocratique. Donc on l'a fait, mais on l'a pas proclamé. Il y avait une crainte vraiment aussi que peut-être sa femme l'aide peut-être à se suicider, à échapper finalement à son destin. C'était une vraie crainte à l'époque, à votre avis? Oui, c'est possible que ça a été un des éléments, mais à ça, il y a des solutions qui ne sont pas parfaites, mais il y a des solutions. Oui, on voulait éviter... certains des condamnés du procès de Nuremberg ont réussi de se suicider, vous voyez, et donc d'échapper ainsi à la pendaison. Et assurément, c'était un des problèmes qui préoccupait les organisateurs. On a vu donc qu'Eichmann avait rédigé ensuite une lettre de remerciement à l'État d'Israël. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez curieux, mais qui aussi colle bien à la peau du personnage qui était très formaliste, évidemment. Oui, absolument. Absolument. Il y a là du formalisme, il y a la volonté de son point de vue à lui d'être aussi correct. Et ça rend tout ça évidemment absolument effrayant quand on pense à la manière dont a été massacré le peuple juif et la manière dont cette administration, dont il était le responsable, cette administration a fonctionné. Est-ce qu'il y a d'autres secrets, à votre avis, Simon Epstein, qui entourent encore le procès, la mort d'Eichmann, qui seront révélés peut-être? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on sait à peu près tout? Je crois qu'on sait à peu près tout. On sait l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce procès a été nécessaire, il a été important, il a été mené de manière très intelligente par l'État, à savoir aussi bien au niveau si vous prenez l'aspect juridique pur que l'aspect politique. Et je pense à toutes ces critiques absolument absurdes qui sont présentées par certains chercheurs marginaux. Je pense à des personnages étranges comme Idit Zertal ou d'autres personnages qui essaient de présenter ce procès comme une espèce de machine qui aurait été montée par Ben-Gourion. C'est une stupidité. Ce procès a été bien déroulé, ça a été bien organisé, c'était nécessaire et c'était un procès de justice.
Voilà qui est dit. Merci, professeur Simon Epstein. Je rappelle donc que vous êtes historien à l'Université hébraïque de Jérusalem. Aux États-Unis, les services de sécurité n'ont, depuis cette nuit, plus le droit, théoriquement, de stocker les écoutes téléphoniques privées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est la fin du système qui a permis à la NSA, notamment, d'espionner sans limite en attendant l'entrée en vigueur d'un autre système qu'on annonce plus restrictif. Myriam Aman. Depuis dimanche minuit, la NSA n'a plus le droit de collecter les données téléphoniques. Le Sénat réuni d'urgence dimanche, fête exceptionnelle, n'a pas réussi à se mettre d'accord pour prolonger le programme controversé du Patriot Act. Un programme qui permet de collecter les métadonnées téléphoniques, c'est-à-dire les horaires des appels, leur origine et leur provenance. Le programme n'a pas non plus été remplacé par le texte Freedom Act, qui permet aux entreprises téléphoniques de collecter ces informations et de les donner aux services de renseignement si nécessaire. La résistance des sénateurs vient d'une coalition improbable entre les faucons qui estiment que la nouvelle loi est trop édulcorée et les libertariens qui estiment au contraire qu'elle est trop liberticide. Rand Paul est l'un d'entre eux. Candidat à l'investiture républicaine en 2016, il a récemment bloqué les débats en monopolisant la parole pendant 10 heures d'affilée. Hier, il saluait une première victoire. Ce soir débute la fin de la collecte d'informations de masse. Je pense que la loi peut être remplacée par une autre forme de collecte de masse. Mais le gouvernement ne pourra plus collecter vos enregistrements téléphoniques. Mon inquiétude est que les compagnies de téléphone puissent continuer à le faire. C'est un revers pour la Maison-Blanche et pour le président américain Barack Obama. Ce dernier appelait encore vendredi à prolonger le Patriot Act. Voté en 2001, juste après les attentats du 11 septembre par l'administration Bush, le Patriot Act connaît son premier revers 2 ans après les révélations fracassantes d'Edward Snowden sur l'espionnage américain de masse. Les débats se poursuivent au Sénat pour le prolongement ou le remplacement de cette loi, mais en attendant, la NSA ne peut plus accéder aux données téléphoniques des Américains. Alors avec nous dans ce studio, Raphaël Jérusalemi, qui est ancien officier dans le renseignement militaire israélien. Vous êtes également écrivain. Vous publiez d'ailleurs ce roman que je vais montrer, qui est publié aujourd'hui aux éditions de Poche, qui s'appelle La confrérie des chasseurs de livres. Est-ce que vous êtes sensible à ce qui est en train de se passer aux États-Unis? C'est un vrai débat là-bas sur le fait qu'on arrête d'espionner comme cela les gens. Est-ce que c'est un vrai frein pour les services de sécurité justement nationaux comme les services comme la NSA? Alors c'est un vrai débat sur le plan éthique, démocratique. Ce n'est pas un vrai frein. Ce qui a été décidé, d'ailleurs ce n'est même pas encore décidé, à mon avis le Sénat et le Congrès ne vont pas accepter cette suppression de la possibilité des écoutes téléphoniques, mais ce n'est pas un drame parce que ces écoutes, ce n'étaient que des écoutes par rapport à l'heure de l'appel, la durée de l'appel et le numéro de téléphone, pas l'enregistrement de la conversation. Et donc ce n'est pas vraiment un grand drame pour les collecteurs de renseignements. Ils ont toujours le droit d'écouter des conversations. En plus, ce qu'ils pourraient perdre si cet amendement passe, c'est que ce qu'ils cherchent à voir sera concentrés chez les opérateurs eux-mêmes. Ils devront avoir un mandat pour avoir accès. Nominalement, ça veut dire ils devront dire quelles sont les conversations qu'ils veulent vérifier. Est-ce que ça a une utilité sur le plan sécuritaire? Vraiment, ces écoutes téléphoniques, c'est vraiment un point crucial dans la lutte contre le terrorisme? Ça peut avoir un impact important? Si on parle à la statistique, pas grand-chose. Il n'y a jamais eu d'attentat qui a été déjoué par une découverte de planification sur l'écoute téléphonique. Mais par contre, il y a des préparations qui sont surveillées. Il y a des gens qui sont détectés. Nous avons aujourd'hui le problème des loups solitaires. Ils ne sont affiliés à aucun organisme. La seule façon de les détecter, c'est parce qu'ils peuvent dire au téléphone aux copains. Et donc là, effectivement, oui. Il n'y a jamais eu de ce côté-là de succès pour démonter un attentat, mais d'un autre côté, la rapidité est nécessaire. C'est-à-dire que ce soit téléphoniquement, que ce soit sur le web, la guerre du cyber, ce qui est important dans la guerre contre le terrorisme, c'est la rapidité avec laquelle vous allez recevoir l'information avant
qu'il ne soit trop tard. Alors il y a eu un débat en France, il y a un débat aux États-Unis, on le voit aujourd'hui. En Israël, ça se passe comment? Est-ce qu'on écoute à l'insu peut-être des habitants? Bien sûr, en Israël, ça se passe comme partout ailleurs. Ouais. Depuis 1940, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a échelon. La vie privée a été supprimée à l'époque d'échelon en 1940. Donc, il ne faut pas rêver, il n'y a pas de vie privée. N'oublions pas non plus que nous parlons de terroristes. Alors peut-être que c'est une raison d'État, peut-être que ce n'est pas élégant. Imaginez-vous que vous appliquiez le même système pour les pédophiles qui risquent de violer vos enfants. Seriez-vous d'accord? Voilà, donc il y a un débat. Il y a un débat qui devient très démagogique. Et on oublie tout de même, et en Israël, il n'y avait évidemment pas ce dilemme. En Israël, malgré toute la technologie israélienne, le Shin Bet, le Mossad, compte toujours et encore sur la principale information, c'est l'intelligence humaine. C'est le contact direct entre des espions, des indicateurs et les terroristes eux-mêmes. Donc l'intelligence humaine plus que l'intelligence technologique. Merci Raphaël Jérusalemi. Je rappelle donc le titre de votre roman qui est publié chez Poche, aux éditions Livres de Poche, chez Babel, c'est tout nouveau, La confrérie des chasseurs de livres. Merci d'être venu dans ce studio à Paris. Eh bien maintenant, c'était devenu le passage obligé des amoureux sur le pont des Arts. Fixer un cadenas pour sceller son amour. Problème, l'afflux de ces cadenas menaçait la sécurité de l'édifice et il a donc fallu les enlever aujourd'hui, un à un, ce qui est un véritable crève-cœur. Julia Ganancia. Les amoureux devront manifester leurs sentiments autrement. Ce lundi, la mairie de Paris a commencé à retirer les cadenas d'amour que les couples accrochaient sur le célèbre pont des Arts. Il y en avait près d'1 million et pesait 45 tonnes, l'équivalent de 30 voitures. Les services municipaux découpent à la scie à métaux les grilles chargées de serrures sous les yeux médusés des touristes. D'un côté, je trouve cela un peu dommage et en même temps, je peux comprendre que le pont ne devrait pas être alourdi par les cadenas comme ça. Je ne suis pas très fan de tout cela. Je pense que ces cadenas représentent l'amour que les gens sont venus sceller ici. Les enlever, c'est un peu comme leur confisquer leurs rêves. Ce décadenassage durera toute la semaine pour ensuite laisser place à une intervention artistique, puis des panneaux vitrés seront posés à l'automne. Quant aux cadenas, ils vont être stockés dans des entrepôts avant d'être recyclés, car trop de romantisme pèse lourd. L'an passé, une partie du grillage de la passerelle s'était effondrée sous le poids du métal. Un risque pour la sécurité des visiteurs, mais aussi une dégradation du patrimoine, selon le premier adjoint au maire de Paris. Paris veut rester la capitale de l'amour, Paris veut rester la capitale du romantisme. On souhaite que les couples du monde entier continuent à venir à Paris et qu'ils se déclarent leur flamme à Paris, qu'ils se demandent en mariage à Paris, s'ils le veulent sur le pont des Arts, mais de grâce, sans cadenas, parce que ça abîme le patrimoine, ça abîme le pont. C'est pas très esthétique. De Rome à Moscou, en passant par Berlin, les cadenas d'amour se sont propagés dans de nombreuses villes européennes et sont plus ou moins tolérés par les autorités. Le rite aurait au départ démarré à Rome avant de devenir un phénomène mondial, jusqu'au Maroc ou à la Chine. Et en France, une étude menée par la Caisse d'allocation familiale montre que les fraudes aux allocations familiales ont connu une véritable explosion. On va en parler avec vous, Léa Verdugo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Il semblerait donc qu'il y ait effectivement une hausse très spectaculaire. Effectivement, les fraudes sont en hausse de 56%. 32 000 fraudes détectées en 2014 contre 21 000 détectées en 2013 pour un montant de 209 600 000 euros. Alors cependant, la Caisse des allocations familiales nous dit que la fraude n'a pas augmenté alors que les chiffres, eux, sont en augmentation. Pourquoi ? Tout simplement grâce à une meilleure détection, notamment avec une augmentation des contrôles réalisés auprès des allocataires. Par exemple, l'an dernier, plus de 6 contrôles sur 10 ont donné lieu à une régularisation. Alors, quels sont les motifs, justement, de ces fraudes ? Le premier motif des fraudes porte sur des omissions et des fausses déclarations. 70% des cas de fraude sanctionnés sont des dissimulations, des fausses déclarations de ressources ou alors le fait de ne pas avertir la CAF, la Caisse des allocations familiales, des changements de situation professionnelle ou personnelle. En gros, une personne va minimiser ses déclarations de ressources ou alors masquer ses changements pour pouvoir percevoir le RSA,
le revenu de solidarité active. Deuxième motif, les fraudes à l'isolement. Ça constitue environ 20% des cas. Alors certains mentent donc sur leur situation familiale pour pouvoir percevoir des aides. Et enfin, seulement 7% des fraudes sont le fait de production de faux ou alors d'escroqueries. Alors, on l'a dit, meilleure détection de la part de la CAF pour les fraudeurs, mais il y a d'autres raisons à cette hausse ? Oui, il y en a une autre notamment, et elle est également pratique. Celle-ci, ce qui était comptabilisé comme étant un indu, eh bien désormais, c'est comptabilisé comme étant une fraude. Résultat, on a une hausse des chiffres de fraude. Alors, les performances des contrôleurs de la CAF sont louées, notamment auprès du ministère du Budget, car depuis 2008, le nombre de fraudes détectées a été multiplié par 20, raison de cette plus grande efficacité, la levée du secret professionnel, un croisement des données informatiques et une meilleure collaboration entre les différents organismes. Léa Berdugo, merci. Officiellement, l'Est de l'Ukraine est toujours sous le régime d'un cessez-le-feu après l'accord de Minsk, mais un rapport de l'ONU publié aujourd'hui révèle que les violations continuent depuis des mois et que le nombre de victimes a également augmenté durant cette période. Léa Berdugo. Plus de 6 400 morts et près de 16 000 blessés en un an. Dernier bilan annuel du conflit ukrainien selon un rapport publié par les Nations Unies. Depuis le cessez-le-feu entré en vigueur le 15 février, un calme relatif a été respecté. Pourtant, les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine et avec eux, de graves violations des droits de l'homme ont été constatées. Parmi ces violations, des bombardements, exécutions, détentions illégales, tortures et mauvais traitements. Les Nations Unies disent disposer de documents alarmants sur des exécutions sommaires par les groupes armés. Nous enquêtons sur ces cas, notamment des allégations concernant des exécutions sommaires qui auraient été menées par les forces armées ukrainiennes. Ces allégations sont extrêmement alarmantes et si cela se confirme, cela relèverait clairement du crime de guerre. Dans la région de Donetsk, les combattants continuent d'utiliser des armes lourdes. Ils nous ont tiré dessus avec des lance-roquettes et des mitrailleuses. Nous avons répondu avec des lance-grenades automatiques. Ce sont eux qui tirent toujours les premiers. Ils aiment les mitrailleuses, parfois ils nous lancent des mines. Ils nous provoquent souvent, mais s'attendent à des tirs de représailles. Le secrétaire général adjoint de l'ONU a lui considéré que la situation était très inquiétante dans les zones contrôlées par les groupes armés où 5 millions de personnes habitent. Des civils continuent d'être tués et blessés. L'ONU estime que le nombre total de tués évoqué dans le rapport est considéré comme une estimation basse. Alors l'Ukraine, un conflit oublié mais qui se poursuit donc quasiment en silence. Désormais, on va en parler avec vous, Avi Pazner, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Ambassadeur d'Israël, Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des tensions entre Moscou et l'Occident, mais on ignore presque que cela continue encore. Ça vous étonne ou pas ? Non, la guerre, il y a eu des cessez-le-feu. Le dernier en date était celui de février. Il y en a eu en septembre, il y a eu d'autres. Mais ces cessez-le-feu ne sont pas très respectés. Okay. Les combats continuent. Je crois qu'aujourd'hui même, j'ai entendu que 5 ou 6 Ukrainiens avaient été tués. Okay. Donc, mais c'est une guerre, comme on dit, low intensity, à très basse intensité. Okay. Mais oui, les combats continuent. Il y a déjà eu 7000 morts, je crois, 20 000 blessés. Enfin, c'est une vraie guerre. Et la Russie en paye les conséquences, l'Ukraine aussi d'ailleurs. Il y a un appauvrissement dans les deux pays. La Russie, ça se voit. Par exemple, on peut voir en Israël, le nombre de touristes russes qui arrivent ici a diminué de moitié. C'est la même chose dans toute la Méditerranée. L'Ukraine souffre aussi. Le président ukrainien Poroshenko a perdu la moitié de sa fortune. C'est un homme très très riche. Okay. Les deux pays se combattent parce que pour eux, c'est un principe. Okay. Les Ukrainiens regardent l'Ukraine et disent c'est à nous. Mais les Russes regardent l'est de l'Ukraine et disent voilà une zone russophile qui appartenait historiquement à la Russie, comme la Crimée d'ailleurs, qui a été annexée l'été dernier par Poutine. Et eux continuent leurs efforts pour essayer d'arracher cette partie est de l'Ukraine et l'incorporer à la Russie. Donc ça veut dire que Poutine, en fait, ne lâche pas prise, contrairement à ce que peut-être les Occidentaux ont pensé à un moment.
Bien entendu, Poutine ne lâche pas prise et je ne pense pas que les Occidentaux pensaient qu'il allait lâcher prise. Mais je pense que c'est intéressant de voir les changements dans la propagande officielle russe par le biais de la chaîne de Poutine, la première chaîne russe. Au début de la guerre, les Russes présentaient les rebelles ukrainiens comme des espèces de néo-nazis qu'il fallait battre et qui étaient des barbares, n'est-ce pas? Et on parlait, c'était un peu les thèmes de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas, contre le fascisme et le nazisme. Et remarquez que depuis que Poutine a eu ce grand spectacle du 9 mai à Moscou, de la victoire de la Russie dans la Deuxième Guerre mondiale, de l'Union soviétique, la ligne de propagande de la première chaîne russe a complètement changé. Maintenant, en fait, il présente l'Ukraine comme un État failli, comme un failed state. Et le message de Poutine est de dire aujourd'hui, j'avais bien prévenu les Occidentaux. Ils ont fini par le comprendre d'ailleurs, et ils présentent toutes les visites des dirigeants occidentaux comme des demandes, n'est-ce pas? Angela Merkel aurait fait une demande d'audience, n'est-ce pas, avec Poutine, et on aurait accepté de la recevoir. John Kerry est allé jusqu'à Sochi pour rencontrer son Excellence le président russe. On a accepté de le recevoir également. Et il présente ça comme les Occidentaux qui auraient finalement vu la lumière, qui n'ont pas d'autre choix parce que la Russie est tellement puissante et puis elle a son alliance avec la Chine. Et donc l'Occident a fini par se rendre à la raison. Donc ça, c'est la ligne de propagande de la Russie. En fait, ce que veut Poutine aujourd'hui, c'est que, effectivement, comme l'a dit l'ambassadeur Pazner, il souffre des sanctions économiques de l'Occident. Il veut savoir si l'Occident va maintenir ou même renouveler ces sanctions, alors même qu'il sait également qu'à ce jeu s'ajoute le bras de fer entre l'Occident et la Russie sur le dossier iranien, sur le dossier syrien. Et là, il y a un véritable jeu d'échecs entre la Russie et les Occidentaux. Et au bout du compte, je crois que ce que veut Poutine, c'est que l'Ukraine implose tout simplement sous le poids de son économie défaillante pour avoir une espèce d'annexation de facto rampante, essentiellement de l'Est, en attendant de voir comment l'Occident va réagir. C'est sa stratégie aujourd'hui, je pense. Alors on a vu que la liste noire publiée par Moscou hier de personnalités interdites de territoire en Russie était une mesure de rétorsion, mais les Européens l'ont très mal pris. Bien sûr. Ouais. C'est les contre-sanctions russes. C'est évident que les Européens l'ont très mal pris parce qu'il y a aussi une liste de Russes avec lesquels on ne parle pas de Russie. Donc la Russie, qui est un grand pays, il ne faut pas l'oublier, c'est une grande puissance, ne se laisse pas faire. Ok, mais l'Ukraine non plus ne se laisse pas faire. Je crois qu'aujourd'hui ou hier, Poroshenko a nommé Saakashvili, le géorgien. Ancien président géorgien. Ancien président géorgien, qui ne parle pas un mot d'ukrainien, ok, qui parle bien le russe, qui ne parle pas... Il l'a nommé aujourd'hui comme gouverneur d'Odessa, de la région d'Odessa. C'est-à-dire, il dit aux Russes, moi, je ne me laisse pas faire. C'est vrai, comme le dit le professeur Nabon, il y a un risque d'implosion économique en Ukraine. Évidemment, on le voit, les Ukrainiens souffrent. Ça se voit dans tous les domaines. Mais, je dis, ils tiennent bien le coup. Ils tiennent le coup quand même. Parce que chez eux, il y a cette fierté ukrainienne. Vous pouvez lire l'histoire de l'Europe, les princes ukrainiens, les rois ukrainiens, il y a 1000 ans. Ce n'étaient pas des Russes, c'était des Ukrainiens. Donc il y a une incompatibilité idéologique avec Poutine qui, lui, oui, il voit la grande Russie incorporer au moins une partie de l'Ukraine. Et surtout, évidemment, il craint de voir l'OTAN à ses portes. Ça, c'est la grande crainte russe. Et Poutine fera beaucoup. Je ne veux pas dire qu'il fera tout, parce que tout faire, il fera beaucoup pour empêcher cela. Mais quand on voit ce rapport de l'ONU aujourd'hui, qui finalement voit des exactions des deux côtés, c'est comme si finalement on ne voulait pas trancher entre les bons et les méchants. Il y a des crimes qui sont commis côté ukrainien comme côté russe. Vous savez, l'ONU est connue pour son relativisme moral. L'ONU également avait ce même relativisme moral en Yougoslavie, au Rwanda. Et c'est ce même relativisme moral à l'époque de ne pas trancher entre les deux parties. Malheureusement, Emmanuel ne l'a pas pour nous. Oui, pour Israël, par contre, il n'y a pas de relativisme. Pour Israël, c'est le monde à l'envers, n'est-ce pas? La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé a passé une résolution contre Israël qui porterait atteinte aux droits de santé des Syriens sur le plateau du Golan, alors qu'Israël a des hôpitaux là-bas qui traitent les rescapés syriens du régime d'Assad. Donc en ce qui concerne Israël, ce n'est pas le relativisme moral, c'est le monde à l'envers. Mais pour les autres conflits dans le monde, comme ce qu'il y avait eu en Yougoslavie ou au Rwanda, l'ONU ne tranche pas et laisse finalement les catastrophes se dérouler, comme à Srebrenica ou dans le génocide du Rwanda. Même attitude de l'ONU
on ne prend pas parti, il y a un conflit, les deux parties ont quelque chose à se reprocher, et l'ONU répète encore une fois ces erreurs de relativisme moral. Il y a une agression russe, mais ça l'ONU ne le dira pas, parce que l'ONU au bout du compte c'est une organisation d'États souverains, que la Russie a son droit de veto au Conseil de sécurité, et donc en fait l'ONU est complètement impotent. Pourquoi ? Parce que la Russie fait partie du jeu, la Russie est au Conseil de sécurité, et on a besoin de la Russie sur le dossier iranien, donc on ne peut pas évidemment compter sur l'ONU pour résoudre le conflit en Ukraine. L'ONU s'est prouvé complètement impotent dans tous les conflits de la fin du XXe siècle, depuis la fin de la guerre froide, et là-dessus, malheureusement, il n'y a pas de nouveau. Ouais. Poutine, à votre avis, aujourd'hui, se trouve affaibli au point de revoir peut-être certaines alliances, comme on le dit, peut-être au Moyen-Orient, conséquence de la crise ukrainienne. Vous le trouvez affaibli ou pas ? Affaibli, mais peut-être pas seulement à cause de l'affaire ukrainienne. Il voit aussi ses alliés syriens passer par un mauvais moment en ce moment. Il y a eu des informations selon lesquelles la Russie a retiré les familles des diplomates russes de Damas et les a fait rentrer à Moscou. La Russie a signé avec Chypre un accord pour laisser la flotte russe utiliser des ports de Chypre, alors que depuis 50 ans déjà, c'était Tartos et Latakia qui étaient les ports d'attache russes. La Russie est affaiblie, mais pas au point de se rendre. Okay? Loin de là. Et je ne vois pas Poutine être condescendant et faire des gestes sur l'affaire ukrainienne. C'est trop important pour lui. Merci Vivi Pazner, merci à vous Emmanuel Navon. Voilà donc après la publication de ce rapport de l'ONU aujourd'hui sur la continuation finalement des exactions de part et d'autre dans cette zone qui est pourtant sous le coup d'un cessez-le-feu théoriquement. Dans un instant, nouveau point sur l'actualité, ce sera avec Julien Baloul et puis suite du Grand Direct dans une dizaine de minutes. On évoquera un sujet tabou, le sexe dans la religion et particulièrement dans le judaïsme avec l'initiative d'un rabbin orthodoxe qui fait beaucoup de bruit en Israël. Restez avec nous, ce sera dans une dizaine de minutes. Et puis tous les résultats également de la journée à Roland Garros avec un instant donc Djokovic qui est qualifié pour les quarts de finale. À tout à l'heure. On va parler sexe et c'est parfois un tabou dans la religion. Un rabbin orthodoxe israélien vient pourtant d'avoir une initiative assez inhabituelle. Il se propose d'aider les couples qui connaissent des problèmes en leur proposant ce que l'on appelle des sextoys, ces objets habituellement peu recommandables dans les milieux religieux. Maël Benoliel. Lui préfère parler pudiquement d'objets pour les couples, mais qu'il soit inspiré de la Statue de la Liberté ou de la Tour Eiffel, les produits que vend en ligne ce rabbin ne sont autres que des vibromasseurs destinés au plaisir des couples juifs pratiquants. Nous avons beaucoup de produits pour aider les couples à se parler, à dépasser certains problèmes. D'après ce que je sais, c'est tout à fait dans le cadre de la loi juive. Des sextoys cachers en quelque sorte. Ces vibromasseurs, boules de geisha, anneaux péniens et autres lubrifiants font déjà fureur chez les juifs religieux, que ce soit en Israël, aux États-Unis ou encore en Afrique du Sud. Les produits sont assez populaires sur notre site internet. Ces 10 derniers jours, nous avons eu plus de 20 000 visites sur notre site. Né à Sydney dans une famille juive sioniste non pratiquante, Nathan Alexander est arrivé il y a quelques années en Israël pour poursuivre des études rabbiniques. Je suis rabbin, j'ai été dans l'éducation pendant 15 ans et j'ai réalisé qu'il y avait besoin d'éducation dans un domaine très différent, l'éducation des couples. C'est en 2014 que ce rabbin se lance dans le bain et met au point son site de vente en ligne Better Together, mieux vivre ensemble. Ainsi, tous les couples peuvent aussi consulter des sexologues et autres gynécologues. Les retours de la communauté locale, comme dans le monde entier, est plutôt très positif. C'est un sujet dont il est difficile de parler. J'ai eu beaucoup de messages dans la communauté et même à une plus grande échelle, des gens qui me disaient « Bien joué rabbin, merci de mettre ça sur la table. Merci d'aider à avancer sur ce sujet. » Un sujet jusque-là tabou dans la communauté religieuse, mais le rabbin Alexander espère avec son site internet faire évoluer les mentalités. En tout cas, pour lui, c'est une occasion de sanctifier le nom divin.
Alors, est-ce qu'on est là au profane, au tabou dans la religion? On va en parler avec vous. Raphaël Sadin, bonsoir. Vous êtes rabbin, vous dirigez l'Académie Elisha. Bonsoir à vous, Joël Lévy. Vous êtes psychologue ici à Tel Aviv. Alors, d'abord, est-ce que la loi juive, justement, est-ce qu'il y a là-dessus quelque chose d'assez précis, ou est-ce qu'on peut interpréter, comme le fait peut-être ce rabbin Au niveau de la loi juive, on va être très clair, il n'y a pas d'interdit du tout, du moment que ça se fait entre couples. Pratiquement, vous savez que la loi juive est très permissive sur énormément de ce qui est lié au plaisir sexuel entre le couple. Mais moi, ce qui me gêne un peu dans votre petit dossier que vous avez fait, c'est deux choses. Une première chose, c'est que on est toujours confronté à une logique de l'épanouissement qui, malheureusement, très souvent, vient à l'encontre d'une logique du sens profond, métaphysique, profond des choses. Et je pense que cette concurrence est très mauvaise. Quand dans votre sujet, vous employez le mot d'évoluer, c'est très idéologique. Ça voudrait dire que tout ce qui va dans le sens de la liberté, d'un oubli des valeurs, d'un oubli de l'horizontal, tout ce qui serait vertical, tout ce qui serait permis, va dans le bon sens, et tout ce qui est de la retenue serait dans le mauvais sens. Et ça me gêne beaucoup, parce que je pense que ça dépasse largement le sujet de la sexualité. On est lié au niveau d'un grand problème de société. La modernité est une modernité qui s'efforce, malheureusement, d'après moi, de détruire tout ce qui est vertical, tout ce qui est de valeur, tout ce qui est profond, pour donner une image, soi-disant, d'un bonheur qui serait dans la superficialité de la vie, ce que le Maral de Prague, il y a déjà 4 siècles, appelait l'empire du vide. Et effectivement, je pense que cette concurrence est fausse. Et deuxièmement, ce qui me gêne aussi, c'est ce côté consommateur du plaisir. Or, le judaïsme apporte, contrairement à ce qui a été dit dans votre sujet encore une fois, c'est pas du tout un sujet tabou. Le Talmud parle dans des centaines de pages, et je connais le Talmud, de la relation sexuelle entre l'homme et la femme, du problème du désir, et n'a jamais eu de tabou dans le judaïsme par rapport à ces problèmes-là. Par contre... Est-ce qu'il interdit le recours à des objets tels que ceux qu'on a vus alors, il a pris soin d'enlever toute image explicite pour ne pas que ça tombe dans l'obscénité, mais est-ce qu'on interdit ce type de recours à... Je ne veux pas rentrer dans le détail là. On n'interdit pas. Mais il faut chaque sujet doit être précis, chaque cas doit être... Et je ne veux pas en public ergoter sur les questions, c'est pas mon rôle. Mais il n'y a pas d'interdit du moment que c'est fait entre l'homme et la femme de façon générale. Il y a par contre une notion de respect de l'homme et de la femme, et surtout une notion, vous savez que dans le judaïsme, le rapport sexuel est indiqué comme le lieu de la plus haute sainteté du rapport entre l'homme et la femme, comme le lieu de la rencontre avec Dieu. Vous savez que l'acte d'amour, je préfère ce terme à l'acte sexuel, l'acte d'amour est recommandé d'être fait Shabbat, le jour le plus saint. On pourrait penser que le jour le plus saint, c'est un jour d'ascétisme, un jour où on ne pratique pas ce genre de choses. Pas du tout. C'est le jour où il est recommandé d'avoir de l'amour, du plaisir, d'échange du plaisir et d'échange du sens. Donc le judaïsme a toujours voulu lier la notion du plaisir, la notion du désir avec la notion du sens. Or, il faut faire très attention, dans la mesure où on sait très bien, et vous êtes psychologue, vous le savez peut-être mieux que moi, qu'aujourd'hui le plaisir et le désir n'est pas innocent. Il véhicule un pouvoir, il véhicule un savoir, il véhicule aussi une manipulation des masses. Et on a aujourd'hui, avec cette explosion de la sexualité dans les médias, dans l'Internet, dans les affiches, dans l'image de la femme, dans l'image du corps, qui est donnée à la société moderne, une instrumentalisation du désir pour vocation, en vérité, d'après nous, une vocation de faire un grand espace marchand qui serait vidé de la valeur et de la hauteur métaphysique et spirituelle de l'homme. Alors, Joël Lévy, là-dessus, comment vous interprétez, vous, justement, cette démarche d'un rabbin? Parce qu'il y a une demande, semble-t-il, à laquelle il répond aussi. Je ne sais pas s'il répond à une demande ou s'il a trouvé un filon juteux, on va dire, excusez-moi pour la voix. Pour autant, c'est vrai que, religion ou pas, les couples ont besoin de se rencontrer, de se connaître, et la sexualité, même si elle fait partie de l'individu, et même si elle est spontanée, il s'agit de deux sexualités qui se rencontrent. Et dans le couple, de fait, il peut y avoir des difficultés. Ce qui est... Vous disiez que ça n'était pas tabou dans la religion juive, je suis absolument d'accord. Par contre, ce qui est, on va dire, on va peut-être pas utiliser le terme tabou, mais plutôt caché, c'est l'autorisation à en parler. L'autorisation à, d'ailleurs, il le disait dans le reportage, exposer. Alors, de fait, je vous rejoins, on est dans une société qui malheureusement expose trop, expose le corps, expose la sexualité. Et du coup, par rapport au monde religieux plus orthodoxe, on va dire que je pense que c'est plus compliqué, de fait, de s'exprimer dans un groupe ou de trouver des interlocuteurs qui vont
entendre ces difficultés qui ne peuvent pas s'énoncer puisque d'emblée on part du principe que deux êtres qui s'aiment vont se rencontrer. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Et c'est vrai que là, le fait d'être un couple pratiquant orthodoxe ne va pas les protéger de cette difficulté quelquefois de la rencontre de ces corps, avec l'épanouissement, avec aussi le plaisir. Par rapport au judaïsme, c'est vrai que le plaisir est valorisé, mais il est valorisé dans la procréation aussi. Et du coup, alors c'est pour ça que ce sujet me choque pas, mais cette entreprise m'étonne, parce que là, pour le coup, on va développer un plaisir qui est un petit peu décroché de ce qui est défini d'habitude dans le judaïsme. Non pas que j'adhère forcément à ça, mais là, pour le coup, c'est assez étonnant. La procréation, effectivement. Oui, mais là aussi, je m'excuse de vous contredire. Dans le judaïsme, le rapport sexuel entre l'homme et la femme n'est pas du tout limité à la procréation. Non, j'ai pas dit limité. J'ai pas dit limité. Il est souvent. Il a affaire avec la procréation. Ça, je crois que c'est pour l'humanité entière. Absolument, mais ça permet. La sexualité permet de la reproduction. Évidemment, donc, ça permet la pérennité de l'espèce, mais c'est vrai que il est valorisé, d'autant plus valorisé que. Ça donne lieu à la création. Et je ne veux rien dire de ça. Mais... Tout à l'heure. Vous savez que la définition du mal, même dans le judaïsme, peut-être que vous faites allusion à cela, elle est justement de couper la vie du sens. Le mot ra, qui en hébreu, c'est bon, tout le monde n'est pas hébraïsant, est le premier homme qui fait ce qu'on appelle un rapport sexuel qui est anti-procréatif, c'est Er dans la Torah. Er, c'est les mêmes lettres, c'est l'anagramme de Ra, qui veut dire le mal. Ça veut dire qu'on est effectivement dans la halakha. Un homme et une femme ont pas le devoir, parce que c'est pas en termes de devoir, ont une mitzvah de s'aimer, même si elle est enceinte, par exemple, ou même si elle est trop âgée pour avoir des enfants, etc., etc. Donc le rapport sexuel n'est absolument pas limité à la procréation, il est limité aussi à une rencontre entre l'homme et la femme. Il y a aussi, bien entendu, ce que vous avez dit est juste, il ne suffit pas de s'aimer pour s'entendre corporellement. Et ces notions ont été complètement intégrées dans le milieu orthodoxe, enfin, la majorité du monde orthodoxe. Il y a toujours des déviations partout, bien entendu. Et il y a beaucoup de rabbinites ou de rabbins qui s'occupent de ce qu'on appelle le shlom bayit, la paix des ménages, et où ce travail est fait, et où on peut en parler. Ceci dit, là où je mettrai une bémol, c'est qu'effectivement, il y a une notion de pudeur dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'en public, des groupes qui parleraient ensemble, des couples, peut-être ça ne serait pas forcément bien vu, dans la mesure où la notion de pudeur, la notion c'est quelque chose aussi qui est oublié par la modernité. C'est le rapport à l'intimité. Oui, à l'intimité, ce n'est pas péjoratif, la pudeur. La pudeur, c'est aussi une hauteur, une noblesse de l'homme, cette exposition, ce ravalement, ce nivellement du corps, de l'âme, de la pensée et de la chair, excusez-moi du propos, est quelque chose effectivement qui n'est pas du tout en accord avec le judaïsme. Mais ceci dit, la pudeur peut ouvrir, et la spiritualité peut ouvrir des perspectives même de plaisir, qui seraient peut-être inconnues pour des gens qui seraient plus laïques. Et un très grand rabbin disait que le seul, bon, ça on peut ne pas être d'accord, mais il le disait, qu'une personne ne peut jouir vraiment, le grand jouisseur, c'est le saint. Celui qui est capable de toucher à la sainteté est capable de toucher au plaisir. Parce que le plaisir est désarticulé de sa culpabilité, de son non-sens, de sa bestialité. Or, un plaisir plein doit essayer d'épouser tous les niveaux de l'humain, qui n'est pas que corps, qui n'est pas que chair, qui est aussi esprit, qui est âme, qui est parole. Donc il y a énormément dans la halakha de choses. C'est pour ça que dans cette entreprise, je pense que ce qui est signifié là, c'est qu'apparemment, il vend un accompagnement à quelque chose de fonctionnel. Alors bon, je pense qu'il y a le côté business quand même, hein, parce qu'il va chercher un public là, et très spécifique. Alors, qu'il soit rabbin, peut-être que ça l'aide un peu, je ne sais pas, mais là pour le coup, il y a une aide à un accompagnement vers la difficulté fonctionnelle. Alors, encore une fois, tout couple peut rencontrer dans son trajet de vie des difficultés, et à ce moment-là, il y a l'approche des sexologues, mais il y a aussi la compréhension en amont. Qu'est-ce qui ne va pas en soi pour que le désir ne s'exprime pas, pour que le désir ne s'autorise pas. Vous parliez de culpabilité, c'est une vraie difficulté pour certains couples dont la femme, à partir du moment où elle devient mère, ne s'autorise plus à ce plaisir, ou à l'inverse, des hommes qui ne vont plus vers leurs épouses parce qu'elles sont frappées à ce moment-là d'une représentation plus maternelle. Très honnêtement, je ne suis pas convaincue
que des objets XY, même si c'est la mode, vont donner du sens à tout ça. J'en suis pas convaincue, mais de fait, vous le disiez tout à l'heure, on est dans une société qui a banalisé le corps et tout se vend. Alors, des objets, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça se vend et ça existe. Merci Robin Raphaël Sadin d'être venu en parler. Merci Joël Lévy. Vous avez fait un effort pour votre voix, mais ça s'est très bien passé. Merci à vous. On va parler de tennis et de Roland Garros pour terminer, pour vous rappeler les faits marquants du jour. L'élimination de la tenante du titre chez les dames, la Russe Sharapova, et puis Federer qui a réussi à passer l'obstacle Monfils assez facilement d'ailleurs, Lise Barenbaum. Première surprise de taille à Roland Garros. La tenante du titre, Maria Sharapova, numéro 2 mondiale, a été éliminée par la Tchèque Lucie Safarova en 2-7, 7-6, 6-4 en 8e de finale. La Russe n'a rien pu faire face à l'agressivité de son adversaire. Diminuée par un rhume, elle avait pourtant remporté aisément ses 3 premiers matchs, ne concédant au total que 17 jeux. Sharapova menait 4-1 dans ses face-à-face avec la Tchèque, mais leurs 3 derniers matchs avaient été extrêmement disputés. Safarova n'avait encore jamais atteint les quarts à Paris, où elle s'était arrêtée 2 fois en 8e de finale. Sharapova n'a jamais trouvé la faille dans la muraille défensive de la Tchèque, qui a mené la course dans les 2 sets. La Russe est revenue dans le premier pour arracher le droit de disputer un jeu décisif qu'elle a mal géré. Dans la seconde manche, Sharapova a été menée 3-0. Elle a égalisé à 3-3, mais a craqué sur son dernier jeu de service. Je vais revenir aux bases. Je sais qu'avec le travail, je peux y arriver. C'est le plus important, me refaire une santé, me préparer correctement. Et même si ça signifie que le prochain tournoi sera juste un échauffement, ou bien que je sois obligée de passer plus de temps à simplement m'entraîner physiquement, eh bien c'est ce que je ferai. Mais quand Wimbledon arrivera, je sais que je serai prête. Côté messieurs, Stan Wawrinka a dû attendre quelques heures avant de connaître le nom de son adversaire en quart de finale. La partie entre Federer et Gaël Monfils a dû être interrompue à cause de l'obscurité, alors que les joueurs en étaient à 1-7 partout, 6-3, 4-6. Federer a maîtrisé le premier set, mais Monfils a réagi dans la deuxième manche. Breaké d'entrée dans le troisième set, le Parisien n'a jamais pu refaire son retard face aux Suisses. Malgré quelques fulgurances sans suite, la Monf n'a pas pu empêcher Federer de se qualifier pour son 44e quart de finale en Grand Chelem. Toujours le mec positif, alors moi je vois qu'un Suisse est déjà en demi, ça c'est déjà une bonne chose. J'espère que ce soit moi, mais voilà, je vais tout faire pour. Si ça ne suffit pas, moi je suis content pour Stan. Pour la 10e fois en 11 ans, Roger Federer est donc en quart de finale à Roland-Garros, reprenant ses bonnes habitudes après son élimination en 8e l'an dernier contre Gulbis. Il retrouvera son compatriote Stan Wawrinka, victorieux dimanche de Gilles Simon. Et puis ce sera quasiment une finale, quart de finale proposée chez les hommes entre Djokovic et Nadal qui se sont qualifiés. Nadal en 4-7 d'ailleurs, un peu plus difficile que prévu. Vous le voyez ici face à l'Américain Jack Sock, c'était tout à l'heure. Mais Nadal donc qui passe finalement après avoir cédé le troisième set. Et puis Djokovic qui lui a été expéditif face au Français Richard Gasquet. C'était il y a quelques minutes également. Les journaux à revenir.